on veut faire l'unité de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est. Quels sont les deux éléments aujourd'hui totalement bloquants qui rendent l'impossibilité de l'Europe entre l'Ouest et l'Est? Il y a deux sujets. Bonjour et bienvenue chers auditeurs sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, votre web radio enracinée et Lorraine. François-Xavier Consoli, votre serviteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Ferrier, président du Parti des Européens. Monsieur Ferrier, bonjour. Bonjour. Nous allons discuter de votre projet politique, Monsieur Ferrier, qui est assez original, il faut bien le dire, assez complexe, je pense aussi. On va développer un peu ça. Alors, Oui. vous êtes le président, donc, je l'ai dit, du Parti des Européens, refondé en 2016, qui avait un autre nom avant, je crois. Oui, tout à fait. Et donc vous militez pour la sublimation des instances européennes. Dans l'idée, grosso modo, vous cherchez à créer ce qu'on appellerait une sorte de vaste entité politique qui irait de Brest à Vladivostok, pour faire simple. Oui, alors c'est de l'Islande à l'Oural et par extension jusqu'au Pacifique, avait dit Vladimir Poutine au début des années 2000. D'accord, donc vraiment un espace très large. Première question d'entrée, pourquoi un parti européen et comment, matériellement, politiquement, sans donner trop de détails bien sûr, mais comment mettre ça en place, parce que c'est un projet assez ambitieux. Déjà, il y a deux dimensions dans le combat européen qui est le nôtre. Il y a une dimension politique et une dimension identitaire. Mmh. Sur la partie politique, l'idée générale, c'est que face à la Chine, face aux États-Unis, l'Europe doit exister politiquement, ne peut pas se contenter de relatives synergies assez inefficaces, on le voit dans le cadre de l'Union européenne actuelle, pour faire face. Des exemples sont multiples. Rien qu'aujourd'hui ou hier, les Allemands sont coincés par les Américains parce que les Américains veulent les empêcher de bénéficier du système Nord Stream d'approvisionnement en gaz parce qu'il est dû aux Russes. Eh bien, l'Europe n'existe pas face à ça. Les Allemands sont impuissants. Mme Merkel donc boycotte le G20 pour ne pas voir Trump, mais ça va s'arrêter à ça. C'est-à-dire un geste d'impuissance. L'Europe n'existe pas. L'Europe est obligée d'appliquer des sanctions donc contre les Russes à la demande des Américains parce que sinon c'est eux-mêmes qui sont sanctionnés. Les entreprises européennes sont sanctionnées sur le marché américain si elles font des affaires avec la Russie. Donc à chaque fois qu'on voit bien, il y a besoin d'une Europe forte qui puisse parler d'une seule voix. Mmh. On ne peut pas parler à 27 ou à 40. Oui, trop nombreux. Voilà. Donc là, c'est la dimension politique. La dimension politique, il faut que l'Europe existe pour pouvoir se défendre. Et ça vaut aussi pour les Russes et tous les pays d'Europe d'une certaine manière qui sont tous fragilisés, tentent tous de résister plus ou moins bien. D'ailleurs, certains ne essaient même plus de résister. Pense au Royaume-Uni. Donc on a besoin d'une Europe politique. Par ailleurs, effectivement, il y a une dimension identitaire, c'est-à-dire que tous nos dirigeants expliquent qu'ils veulent faire l'Europe. Ils l'ont encore dit récemment. Merkel parle d'Europe politique. Macron parle de souveraineté européenne, mais il n'y a strictement aucune avancée en ce sens. Et surtout, on se demande pourquoi ils veulent faire l'Europe s'il n'y a pas d'Européens. Or, eux, ils ont une définition universelle de l'homme. Pour eux, finalement, n'importe qui peut être européen. Si n'importe qui peut être européen, c'est que personne ne l'est. Et si personne ne l'est, ça n'a pas de sens de faire une Europe politique ou autre. Donc, l'Europe ne peut être qu'identitaire. Or, on sait bien, on le voit bien, les flux migratoires post-coloniaux sont maintenant massifs. Ils submergent l'Europe occidentale. Ils risquent de submerger l'Europe centrale et ils concernent également la Russie. Là aussi, il y a la défense simplement de la civilisation européenne, de l'identité profonde des Européens qui est menacée. Et une Europe politique peut permettre de ne pas tenir compte des égarements des anciens États. Les États ont fait n'importe quoi, les gouvernements ont fait n'importe quoi. Ils ont créé des politiques défavorables à l'avenir de notre civilisation. En conséquence de quoi, si on reste dans le cadre de ces États aujourd'hui, on va être héritier des trahisons de nos gouvernements, alors qu'il faudrait profiter de l'Europe politique justement pour faire une sorte de table rase juridique, de remettre les compteurs à zéro et essayer de nous libérer de tous les carcans juridiques qui existent en France et en Europe, qui nous empêchent d'agir concrètement pour empêcher ce flux migratoire. Si je comprends bien, déjà, il y a un gros développement dans votre propos sur le côté identitaire de l'Europe. Bon, je pense que n'importe quel auditeur un peu honnête sera d'accord sur le fait qu'il y a bien une identité européenne, bon, une histoire conflictuelle, mais une histoire commune, une religion également, on pourra également parler un petit peu de religion, mais
politiquement parlant, en dehors de l'État-nation, comment faire pour essayer de concilier quand même des intérêts, surtout économiques, ou politiques, qui sont quand même parfois très divergents. On le voit avec l'Allemagne et la France. L'Allemagne qui est quand même sans faire de la germanophobie un peu facile, mais l'Allemagne qui est quand même un ennemi mortel pour la France. Nombreux sont les dirigeants de l'Allemagne à l'avoir dit ou écrit. Les Anglais qui sont quand même d'autres ennemis très importants vis-à-vis de la France. Le mépris des pays plus latins comme l'Italie, toujours de la part de pays comme l'Allemagne ou la Grèce, qui quand même souffre énormément du diktat allemand, notamment économique au sein de l'Union européenne. Comment, d'après vous, est-il possible de pouvoir revenir là-dessus? Ça me paraît assez compliqué. Ben moi, je pense que le diagnostic que vous faites est essentiellement limité au gouvernement et aux États. Je ne crois pas qu'au niveau individuel des Européens, ça existe réellement. Je crois que c'est vraiment simplement la division entre États explique beaucoup de choses. Parce que les États se regardent en chien de faïence. Même s'ils sont associés dans le cadre de l'Union européenne, et encore tout le monde n'en fait pas partie, ils n'ont pas la capacité de travailler en synergie, c'est-à-dire qu'ils ne convergent pas. Les Européens ont fondamentalement les mêmes intérêts, c'est-à-dire pas de chômage, un logement, des choses assez naturelles. Je ne vois pas en quoi un Grec, un Suédois aurait réellement des besoins différents. Simplement, les gouvernements, eux, ont des stratégies qui sont différentes. C'est vrai. Si on a un seul gouvernement, au lieu d'en avoir 27 ou 40, ben ce gouvernement, il aura une seule politique, et cette politique, il faut savoir maintenant simplement s'il est possible d'avoir une politique unique, valable pour tous les Européens, et en tout cas dans quel domaine. Je suis à peu près persuadé que sur la plupart des domaines essentiels, il n'y a pas de divergence profonde entre les Européens. Simplement, c'est vrai aussi au niveau des régions. Il y a par exemple en France des régions plus agricoles, il y a des régions plus industrielles. Le niveau de vie, le niveau moyen du Limousin et de l'Île-de-France sont très peu comparables en réalité. D'une certaine manière, les Limousins ou les habitants, je ne sais pas, par exemple de toute la partie ouest de la France, pourraient trouver choquant d'être obligés de payer des impôts à cause de la Seine-Saint-Denis ou des quartiers nord de Marseille. Pourtant, c'est le cas. Il y a déjà effectivement une différence, on le voit très bien en France, avec ce qu'on appelle la capitale, le côté très jacobin de la France et le reste du pays, c'est vrai. Mais est-ce que précisément tout ça, le fait que la France soit devenue la France, bon, effectivement, en général, pas dans la soie, hein, ça s'est fait à coup de masse, pour faire simple, mais Villers-Cotterêts, imposition du français, etc. Donc il y aurait bien, il y a quand même une volonté politique, un projet, on va dire, politique et accoudé à une religion, d'arrasement des différences pour donner un pays qui, bon, se maintient à peu près. C'est l'histoire de la France. C'est l'histoire aussi d'autres pays européens. Ça voudrait dire que, si je suis votre logique, il faut, pour un cadre européen global, général pour tout le monde, il va falloir faire des choix. Il y a des plus forts et des plus faibles. C'est-à-dire que les plus forts vont gagner, c'est peut-être la loi de l'histoire, mais les plus forts vont dicter aux plus faibles la langue à adopter, l'histoire à adopter, la monnaie à adopter. Est-ce qu'il faut en arriver là? Ce que nous proposons, il n'y a absolument pas d'une Europe des États. À partir du moment où on s'exonère de la notion d'Europe des États, à partir du moment où on prône un État européen unitaire, qui naîtra à partir donc d'une prise de conscience d'abord d'une minorité européenne qui ensuite sera capable de rallier le plus grand nombre, il n'y aura pas de ce rapport de force-là. Il ne s'agit pas de dire que, par exemple, je ne sais pas, que l'Allemagne, la Pologne, 15 pays ou 18 pays de l'Union européenne imposeraient leur avis aux autres, par exemple. Parce que, concrètement, la révolution politique que nous appelons de nos voeux, elle va bousculer tous les pays. Elle a pour but de bousculer tous les États. De les bousculer jusqu'au point de les faire tomber. Parce que c'est une stratégie clairement de révolutionnaire dans le sens où on veut un État européen unitaire derrière. On ne veut pas hériter des trahisons, par exemple, de la nationalité. Si on prend le cas de l'Europe occidentale, il y a deux exemples significatifs. Mais le plus essentiel, c'est la question de la nationalité. La nationalité en Europe occidentale, notamment en France et au Royaume-Uni, n'a plus aucune signification puisqu'elle est largement dévoyée. Les naturalisations chaque année sont nombreuses. Et on voit bien que c'est une nationalité qui n'est plus objective. C'est-à-dire qu'une nationalité au départ, c'est la transposition juridique et administrative d'une réalité anthropologique ethnique. C'est le principe du droit du sang qui a été inventé par les Grecs, la démocratie athénienne au 5e siècle. Donc la nationalité au départ, elle doit être objective, c'est-à-dire fondée sur l'ascendance. Aujourd'hui, la nationalité française est trop dévoyée pour être un critère pertinent d'analyse. C'est vrai aussi de la nationalité allemande, plus récemment, parce que c'est Schröder qui a saboté la nationalité allemande en 2000, sous d'ailleurs l'influence de la France, parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'influence politique des gouvernements français en matière
de dévoiement des nationalités des voisins. Sous l'influence de la France, que l'Italie a failli supprimer le droit du sang, et Berlusconi qui a empêché que ça ait lieu, que Papandréou en Grèce a supprimé le droit du sang, enfin affaibli le droit du sang dans le pays qu'il avait inventé, et d'une certaine manière, là, le côté universaliste de la France contamine les autres pays d'Europe. Alors il faut voir ce que vous disiez par rapport à la perception que les autres Européens ont des Français. L'image de la France à l'étranger, en Europe, n'est pas bonne. Mais elle n'est pas bonne, pas parce que ce sont des gens qui nous détesteraient, mais parce que simplement la France, on l'a vu dans le cas de l'équipe de France de football où Finkielkraut s'était laissé aller à dire qu'on était la risée du monde entier, la France passe pour un pays complètement laxiste et presque suicidaire. C'est un peu normal quand on y réfléchit que les Allemands soient rétifs à faire une dette européenne commune lorsqu'on voit les dépenses publiques de l'État français, qui devraient choquer d'ailleurs tous les Français eux-mêmes. Non mais il est évident que il y a bien, comment dirais-je, une internationale de l'élite, qu'elle soit française, allemande, polonaise, anglaise, qui vise au pourrissement des États-nations. Ça, je pense que la succession d'événements qui ont eu lieu encore récemment nous le prouve bien. Mais pour mettre les pieds dans le plat, l'Europe est un continent blanc, donc la nationalité européenne ira d'abord avant tout à des blancs. Il ne faut pas la définir comme telle, parce que c'est la meilleure façon d'abord de se retrouver dans la 17e chambre, surtout parce que en fait on n'a pas besoin de raisonner comme ça. D'accord. La question c'est le résultat qui nous intéresse, c'est pas le moyen. Le résultat c'est que la nationalité européenne elle correspond à une réalité européenne, soit elle ait du sens. Comme je vous l'ai dit, la nationalité actuelle d'Europe occidentale n'ont plus de sens. Oui, c'est à dessein que j'ai employé le mot blanc, mais bien sûr. L'Europe est d'ailleurs le seul cas. L'Europe c'est le seul cas du continent homogène d'ailleurs. Ce qui prouve bien que la notion d'identité est quand même complexe, justement. C'est là où je voulais en venir, c'est que la notion d'identité est complexe à définir. Précisément, l'Europe, comment définir cette identité? Ah oui, ça c'est une bonne question. L'europanité est une réalité, je dis souvent, mais quelle réalité? Tout simplement, effectivement, il y a d'abord cette appartenance anthropologique commune, le caractère homogène au sens grec du terme, c'est de même souche, des Européens. Malgré des divergences internes qui sont dues à l'adaptation climatique, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Le climat de la Grèce et le climat de la Suède sont pas les mêmes, donc même si c'est la même population au départ, elle va forcément, par exemple, évoluer. C'est assez logique. Pour prendre un exemple intéressant là-dessus, les Européens installés en Australie constatent une augmentation considérable du nombre de cancers de la peau qu'il n'y aurait pas, par exemple, dans les pays européens. Donc c'est bien le fait qu'il y a besoin d'une adaptation à un climat comme par exemple la Grèce, il y avait des chênes dans le Péloponnèse il y a 2500 ans, et aujourd'hui il y a des oliviers à peu près partout. Bon, c'est bien que le climat a changé, c'est bien que la bataille des Thermopyles, on en parlait récemment avec des gens, et avec Jean-Yves Le Gallou, et il expliquait que à l'époque de Leonidas, il y avait un goulet d'étranglement, et qu'en fait la mer ensuite s'est retirée de plusieurs kilomètres depuis cette époque-là, et que maintenant il n'y a plus de goulot d'étranglement des Thermopyles. Bon, ça veut dire que le climat change et les Européens, forcément, s'adaptent un petit peu, évoluent un peu. Mais ces évolutions sont très mineures. Oui. Surtout que le contact entre Européens a toujours été maintenu en permanence. Il y a toujours eu, des brassages intra-européens, évidemment pas massifs. Ils n'ont jamais remis en cause, donc, finalement, les caractéristiques locales. Mais on sait bien, par exemple, que la France, ce sont des Celtes, des Romains et des Germains qui ont formé la France, avec en plus des Basques et des Grecs sur les côtes et quelques autres, et même des Ossètes, des gens qui aujourd'hui habitent au milieu du Caucase, ce qu'on appelle les Alains, est installé dans la Gaule de la fin de l'Empire romain. Donc, ce que je dis là est valable pour presque toutes les nations d'Europe occidentale. Toutes les nations d'Europe occidentale ont une part de romanité, une part de germanité et une part de caractère celtique, y compris l'Allemagne. Bon, très bien, on dresse un portrait rapide donc de la souche commune européenne. Mais aujourd'hui, comment faire face à l'immigration massive, etc. On a une chance, c'est que dans tout système, il y a des failles. Il faut analyser, un peu comme lorsqu'on cherche à trouver un point faible dans une structure, pour s'en emparer, il faut analyser. Moi, ce que j'ai fait, c'est d'abord j'ai pris un bouquin de droit constitutionnel français et je l'ai lu. Et là, je me suis assez vite rendu compte que c'était complètement verrouillé. Que le cadre national était totalement verrouillé, et on se rend compte qu'en Allemagne, c'est à peu près la même chose avec la loi fondamentale allemande, c'est-à-dire que tout est fait pour que de toute façon, il n'y ait jamais de changement de cap. Pour gagner en France, par exemple au présidentiel, il faut dépasser 50% des voix. C'est énorme, 50% des voix. Si on prend l'histoire, il n'y a aucun mouvement révolutionnaire en Europe qui était capable de dépasser 35% ou 37% des voix. Donc 50%, c'est quasiment impossible. Alors évidemment, c'est possible si on se renie. C'est possible si on abandonne des pans entiers de son programme. Faire des compromis. Si Marine Le Pen abandonne, par exemple, 70%, elle l'a déjà fait de fait. Et admettons que ça apparaisse officiellement, qu'elle ait abandonné 70 ou 80% de son programme, peut-être qu'elle pourrait gagner les présidentielles. Mais à la rigueur, à ce moment-là, elle se retrouve face à des adversaires de toute façon qui n'ont pas besoin de se renier
et face à quelqu'un qui ne se renie pas dans le sens mondialiste, de toute façon, c'est la défaite quand même, parce que les électeurs attendent quelque chose. Donc, c'est une équation insoluble. Soit on essaie de gagner en reniant son programme, mais alors on ne devient plus intéressant, parce qu'en face, ils sont déjà en place. C'est-à-dire, si par exemple, le but, c'est d'avoir un parti qui n'est pas anti-immigration au pouvoir, on n'a pas besoin du Rassemblement national au pouvoir. Donc, voilà, c'est simplement ça. Et c'est vrai, ensuite, il y a les législatives derrière, il y a le Sénat qui est renouvelé partiellement, ça veut dire qu'il faut des années en gagnant toutes les élections partielles pour pouvoir avoir une majorité au Sénat. Or, aucune réforme constitutionnelle n'est possible sans au moins une majorité au Sénat, et j'en passe à des meilleurs, sans parler du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour de cassation, enfin passons. Donc en termes d'institution, on dresse un bilan qui, c'est verrouillé. Qui est verrouillé. Mais au niveau européen, il y a un point faible. Alors ce point faible, évidemment, il faut l'exploiter, il faut réussir à l'exploiter, c'est faut avoir les gens derrière soi, et les voix et les députés européens pour ça. Mais la ligne est claire, le Parlement européen est un point d'entrée et un point de bascule. Paradoxalement, parce que justement, il n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est ça l'ironie. C'est que le Parlement européen a la légitimité démocratique. Les élections d'ailleurs européennes sont beaucoup plus démocratiques que les élections françaises. Il y a la proportionnelle, il y a une représentativité qui est meilleure. Et simplement, il n'a pas de pouvoir réel. Alors, il en a un tout petit peu maintenant, et alors c'est intéressant, il peut refuser la commission. Il aurait pu refuser que Mme von der Leyen rentre en fonction. Elle a été sauvée par le vote d'un certain nombre d'eurodéputés souverainistes, paradoxalement, qui ont empêché qu'elle soit rejetée. Notamment les partisans d'Orban et puis le mouvement 5 étoiles en Italie et d'autres qui sont venus à la victoire, au salut, si on peut dire, de Ursula von der Leyen. Et donc, ce Parlement européen, c'est pas parce qu'aujourd'hui il est composé par des députés qui sont pas courageux, soit parce qu'ils sont eurosceptiques et ne sont là que pour toucher du pognon, soit parce qu'ils se sont des sortes de pontifs très mous, que c'est éternellement gravé dans le marbre. Si demain il y avait un parti identitaire européen qui était capable de récupérer, je sais pas, 25-30% des eurodéputés, il y aurait évidemment beaucoup de gens opportunistes des autres camps, notamment à droite, qui viendraient à la victoire. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a toujours les gens qui sentent l'opportunité et qui viennent en renfort alors qu'on les attendait parfois même pas. Si on arrive à avoir une majorité parlementaire au Parlement européen derrière cette ligne-là, on peut bloquer les institutions et on peut aller même plus loin que ça, c'est-à-dire que le Parlement européen s'empare d'un pouvoir qu'on ne lui a pas donné. Oui, mais... Comme le tiers d'État en 1789, qui n'avait comme mission que de voter les impôts, s'est déclaré Assemblée nationale constituante et a remis en cause la monarchie. Mais, Monsieur Ferrier, vous nous expliquez que c'est bloqué au niveau des institutions nationales. Mais on a fêté les 15 ans, il y a 2-3 jours, on a fêté les 15 ans du référendum sur la Constitution européenne de 2005. C'est tout aussi bloqué d'un point de vue européen. En quoi est-ce que le fait de miser plus sur l'entité politique européenne sera plus efficace que l'État-nation? C'est là que je ne comprends pas. Parce que justement, elle n'existe pas aujourd'hui, cette entité européenne politique. Il y en a que les germes, mais tout est à bâtir. C'est beaucoup plus facile de bâtir quelque chose, finalement, que de garder ce qui existe et puis d'essayer de s'en sortir en jonglant entre les différents morceaux qu'il faut essayer de mettre ensemble. Le vote de 2005, par exemple, est intéressant parce que beaucoup de souverainistes expliquent que les Français ont dit non à l'idée de constitution européenne, ils ont dit non à l'Europe. D'abord, le vote de 2005 n'a jamais porté sur l'appartenance à l'Union européenne. C'est sûr, oui, c'est vrai. Alors, pas demandé, voulez-vous quitter l'Union européenne? C'était pas la question. On leur a demandé, voilà, on vous propose ce texte et on vous demande de le voter. Ce texte, le problème, c'est qu'on le qualifie de constitutionnel alors qu'il n'y a rien de constitutionnel et que c'est simplement la somme des traités antérieurs avec quelques gadgets décoratifs et quelques maladresses comme faire signer à Turquie, par exemple, à la fin de ce texte, on se demande ce que la Turquie va faire là-dedans. Voilà, tout a été fait presque pour que ce texte soit refusé. Donc ensuite, il n'y avait absolument aucune obligation, vu que ce texte n'apportait rien, de le faire voter par les Français. On n'a pas voté pour le traité de Nice, on n'a pas voté pour l'acte unique, on a voté pour Maastricht parce que l'euro était un aspect politique. Puis finalement, la monnaie, c'est quand même quelque chose qui relève de la souveraineté. Et donc, on a fait voter les gens sur Maastricht à cause de l'euro. Ce traité, si ce traité s'était appelé traité de Lisbonne dès le départ, et qu'il n'y avait pas eu le mot constitutionnel, de toute façon, les Français n'auraient même pas eu à voter. Ils seraient passés par la bande, comme c'est souvent le cas. Voilà, on les fait voter, alors qu'avec un Chirac qui a plus de 10 ans qui est complètement usé, un président totalement usé, on offre la possibilité à une opposition de facilement se positionner contre. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai voté contre, parce qu'on me propose un texte qui s'appelle Constitution, alors je vois que ça n'est pas une. Et on nous met n'importe quoi dedans. Alors, ce qu'a fait Sarkozy, et là, les souverainistes sont aussi torts, c'est qu'il dit que Sarkozy a trahi les Français dans l'affaire du traité de Lisbonne. Ça, c'est pas vrai. Sarkozy, moi je suis loin de le défendre évidemment de manière générale, mais je suis factuel. En fait, ce qu'a fait Sarkozy, c'est qu'il a dit le traité constitutionnel, c'était déjà en place avant. Donc le traité de Lisbonne va garder tout l'aspect somme des traités antérieurs, puisque de toute façon ils y étaient déjà, et on va enlever tout ce qui est constitutionnel.
Donc le drapeau, l'hymne, tout ce qui était marqué comme constitutionnel, ça disparaît. Toute la dimension constitutionnelle du texte a été enlevée par Sarkozy. Donc d'une certaine manière, il a respecté l'interprétation des souverainistes de leur refus. On ne veut pas de constitution européenne, mais il a enlevé tout ce qui était pseudo-constitutionnel. Voilà. Vous conservez l'euro, par exemple? L'euro en lui-même n'est pas un problème. Le fait que si on fait une Europe politique, il faut bien qu'une Europe politique elle ait sa monnaie. Donc d'une certaine manière, l'euro est déjà là, c'est pas la peine d'aller en créer une autre. Par contre, effectivement, l'euro a un défaut, c'est l'absence d'Europe politique. Parce qu'une monnaie, c'est mieux qu'elle soit pilotée. Le dollar est piloté. Il y a la Federal Bank américaine qui est contrôlée par le gouvernement américain. Alors, la Banque centrale européenne, il faut être honnête, indépendamment des figures qui la dirigent, qui ne sont pas forcément des gens qu'on a envie de soutenir, fait relativement bien son travail. Sinon, ça se fait bien longtemps que ça se serait effondré. Mais il y a un pilotage malgré tout. La monnaie fédérale américaine, donc, qui repose sur donc là pour le coup, bon, elle est indexée d'abord et avant tout sur la puissance de l'armée américaine, c'est une chose. Mais comment mettre en place un euro qui aujourd'hui est indexé grosso modo sur l'économie allemande et sur le Deutsche Mark, donc au détriment des autres, comment faire pour rétablir l'équilibre? Parce que faire une monnaie pour tout le monde, ça implique donc certes un État fédéral, mais on en revient au début de notre conversation, comment marier les intérêts économiques de l'industrie automobile allemande et le tissu des PME, PMI qui est quand même majoritaire en France et qui, si on regarde les deux, sont assez contradictoires. Comment une monnaie va pouvoir donner une équité pour l'un et l'autre? Ça paraît très compliqué. C'est ça, la question de la convergence. C'est la question des convergences. Le fait est que la France, notamment, est en difficulté par rapport à l'Allemagne, pas parce que l'Allemagne, finalement, serait plus efficace en soi, mais parce que la France est attachée à un boulet au pied. Et lorsqu'on fait un marathon, lorsqu'on fait une course de 100 mètres, c'est pas compliqué. Si deux acteurs se retrouvent l'un libre de ses moyens, de ses mouvements, et l'autre avec un énorme boulet de 15 millions de personnes au pied, pour le résumer, eh bien, le coureur qui n'a pas ce poids est plus efficace. Après, le coureur en question, c'est l'Allemagne, mais il est en train de se créer le poids avec notamment ce million de Syriens et autres qui sont venus. La vraie différence entre la France et l'Allemagne, elle est essentielle, c'est qu'en Allemagne, même si l'immigration fait des dégâts à l'Allemagne, les Allemands, comme il n'y a pas ce système d'assistanat en Allemagne. Les migrants en Allemagne sont quand même obligés de travailler. Alors, soit efficace ou pas, ça d'autres débats. Mais ils sont obligés de travailler. C'est-à-dire que le coût économique pour l'Allemagne de l'immigration est réel, indirectement, l'insécurité, tout ce que ça peut générer, mais au moins, ils travaillent. Alors qu'en France, en plus, on a cet aspect assistanat socialiste, qu'un Onfray récemment ne remet pas en cause du tout, par exemple, et d'autres, c'est-à-dire qu'on a des milliards et des milliards et des milliards d'euros qui sont dilapidés chaque année par l'État français, soit pour aider le tiers-monde, soit pour financer les banlieues, soit pour les dom-toms. Ce sont des milliards qui sont balancés comme ça, en pure perte, et qui ruinent le modèle social français. Ce que disait le regretté Guillaume Fay en expliquant que, dans un article intéressant qui s'appelait « Crise économique et immigration, la vérité interdite », il disait bien que si la France avait été préservée de cette immigration extra-européenne, son niveau de vie serait infiniment supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, d'une certaine manière, ce qui est incompatible entre la France et l'Allemagne, effectivement, ce qui rend la convergence entre la France et l'Allemagne difficile aujourd'hui, c'est l'immigration coloniale en France. Si cette immigration était réglée, ça sera un obstacle, en moins. Parce que le vrai obstacle, par exemple, si on veut faire l'unité de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe de l'Est, quels sont les deux éléments aujourd'hui totalement bloquants qui rendent impossibilité de l'Europe entre l'Ouest et l'Est? Il y a deux sujets. Et ces deux sujets qui, de toute façon, si on reste sur les positions de l'Europe occidentale aujourd'hui, il n'y aura jamais d'Europe politique derrière. C'est la question d'immigration donc extra-européenne, dont les pays de l'Est ne veulent absolument pas, à juste titre, et dont la plupart des Européens de l'Ouest ne veulent pas non plus, mais on ne leur demande pas leur avis. Et le mariage pour tous. Parce que le mariage gay, c'est quelque chose qui est totalement rédhibitoire en Europe centrale et orientale, quelque chose qui n'est même pas pensable, alors qu'en Europe occidentale, c'est considéré comme parfaitement à la mode. Avec un paradoxe intéressant, là encore dans le cas d'une Europe politique, c'est qu'ils n'ont même pas été capables de faire le même statut de mariage gay dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'en fonction du pays, vous n'avez même pas les mêmes règles. Vous avez des packs améliorés, vous avez un système, c'est illisible. Dans un cas, ils ont le droit d'adopter, dans d'autres cas, ils n'ont pas le droit d'adopter. C'est-à-dire qu'on n'a même pas été capable de toute façon d'harmoniser ça. Fallait-il le faire, c'est un autre débat, mais au moins, on aurait dû le faire, de manière harmonieuse. C'est bien la preuve que nos dirigeants, qui se veulent être les plus pro-européens de la planète, ne le sont pas du tout. Dès qu'il y a un réflexe, c'est un réflexe national. Et ce réflexe national, il vient des dirigeants. Parce que je suis à peu près convaincu que, par exemple, des Français et des Allemands, dans le domaine économique, lorsqu'ils travaillent ensemble sur un projet commun, eh bien, ils convergent naturellement. Alors sur le second point, nous serons d'accord, de toute façon c'est une sorte d'imbroglio vis-à-vis du mariage homosexuel et de
on va dire, de toute cette politique sociétale. Vis-à-vis de l'immigration, il y a différentes sortes d'immigration tout de même, et les pays de l'Est en subissent une autre, qui est celle, par exemple, l'immigration de certains pays de l'Est, Bulgarie, Roumanie, qui sont des immigrations ou des mafias spécialisées dans le trafic de prostituées ou dans le trafic d'organes, qui sont quand même pas jojo. Donc, à chaque pays, juste, on en revient à ça, c'est qu'à chaque géographie, à chaque espace géographique, chaque pays, à chaque peuple, ses problèmes. C'est pareil pour l'immigration venue, vous parliez des pays de la France et donc des dom-tom, etc. Mais n'est-ce pas se tirer une balle dans le pied? Alors vous allez me dire, oui, mais on raisonne toujours en termes de souveraineté, mais tout de même, n'est-ce pas se tirer une balle dans le pied pour la France que de vouloir se séparer d'entités comme, oui, bon, ce qu'on appelait les dom-tom, on les appelle plus comme ça, mais... les dom-tom, oui. Voilà, bon, les entités qui se trouvent dans le Pacifique, etc., et qui permettent quand même d'avoir des espaces économiques, géostratégiques, militairement intéressants, où on est quand même, je crois que la France, sans dire de bêtises, je crois que on est le deuxième ou troisième espace maritime au monde. Enfin, on a une puissance maritime quand même assez importante. Donc, pourquoi renoncer à ça? Parce que c'est une puissance maritime totalement théorique en réalité, puisque d'ailleurs la preuve c'est qu'elle n'est pas exploitée. Par contre, les milliards d'euros qui sont dépensés par la France à Mayotte et ailleurs chaque année, ça c'est de réalité. Le problème d'aujourd'hui, il est simple, c'est que l'Europe et la France en particulier souffrent d'un problème identitaire. Le problème identitaire, il vient pas de hier matin. Ça a commencé en France depuis longtemps, par exemple en 1848. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu cette actualité, il y a une statue de Victor Schœlcher qui a été détruite en Martinique. Je crois que c'est en Martinique. C'est Martinique, oui, pardon, c'est Martinique. Mais peu importe. Bon. Victor Schœlcher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aboli l'esclavage, donc d'une certaine manière, ces populations devraient lui en être reconnaissants. Mais il a fait autre chose. D'un point de vue identitaire, il a fait une grosse faute. C'est-à-dire qu'il fallait associer la fin de l'esclavage à l'émancipation de ces territoires. Il fallait leur donner l'indépendance en même temps, au lieu de leur donner la nationalité française. Déjà, la preuve, en 1848, une vision universelle, il dit ce sont des populations qui ne sont pas européennes, mais c'est pas grave, on leur donne quand même la nationalité française. Et on a continué en 1946 avec la départementalisation de ces territoires et de l'Algérie. Et qu'en Algérie, on a donné quand même la nationalité française, et ça les gens ne le savent pas, entre 46 et 62, à tous les Algériens. Ce qui fait qu'un Algérien qui est né entre 1946 et 1962 en Algérie a le droit à la nationalité française. Que les gens ne savent pas, ça s'appelle le droit à la réintégration. Des millions et des millions de personnes. Et je peux vous dire qu'il y en a qui en ont profité pour venir en France grâce à ça. Donc, la nationalité française, elle est dévoyée depuis bien longtemps. Et c'est lié notamment à la question coloniale. Donc, d'une certaine manière, symboliquement, que la France se libère de territoires qui ne sont pas peuplés d'Européens, c'est extrêmement fort d'un point de vue identitaire. Alors, je ne parle même pas du cas de Mayotte. Le cas de Mayotte est absolument sidérant, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a que 30% de francophones à Mayotte, donc dans le département français. Il y a 4,5 enfants par femme dans les statistiques autour de 2008 de natalité, c'est-à-dire conforme au Mozambique et aux autres pays de l'Afrique de l'Est, que ce sont des populations à 99% musulmanes, que la charia est encore en application, même si officiellement, depuis la départementalisation, elle est censée ne plus exister, et qu'en plus, ils souffrent d'une immigration, qu'en fait, qui est une immigration de gens du même peuple, qui viennent simplement des îles voisines, parce qu'on a créé de manière artificielle un niveau de prospérité à coût de milliards d'euros de nos impôts, et qui attire donc tous les gens autour. La Guyane, même tarif. Donc évidemment, il y a des choses utiles dans ces espaces, c'est la base de Kourou, mais ça rien ne nous empêche d'annexer 20 km² de la Guyane indépendante et de les garder. Il y a Saint-Pierre-et-Miquelon qui pose pas de question, les Kerguelen, la Terre Adélie et 2-3 autres îles. Sur la question de la Polynésie française, on peut discuter. On pourrait donner un statut particulier aux Polynésiens, un peu comme dans les républiques de Sibérie. Par exemple, un statut, une citoyenneté polynésienne, il n'aurait pas la nationalité européenne, mais serait une sorte de dominion, quoi. Comme la Yakoutie ou des choses comme ça, ou le Groenland. Ça, on peut essayer de garder certains territoires. Je pense qu'il n'y a pas de menace identitaire particulière à la Polynésie, à condition qu'il n'ait pas la nationalité européenne. Voilà. On peut faire du discernement, on n'est pas obligé d'avoir effectivement un dogme absolu, mais pour la question de la Guadeloupe, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et de la Nouvelle-Calédonie et de la Guyane, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Surtout le cas de la Nouvelle-Calédonie est le cas le plus emblématique. Parce que nous avons donc une population qui s'appelle les Kanaks. Oui, qui a fait du bruit dans les fin des années 80. Voilà, ce sont des indigènes qui sont le peuple de cette île. Ils sont aujourd'hui minoritaires sur leur propre sol. Ce qui guette les Européens, notamment en Europe et aux États-Unis, si on ne fait pas gaffe. Et donc, à 94%, récemment, ils ont voté pour l'indépendance. C'est-à-dire que le peuple kanak a voté à une écrasante majorité pour l'indépendance, mais il ne l'a pas obtenue parce qu'il y a beaucoup de Français installés sur place, mais aussi des Chinois, des habitants de Wallis, il y a 12% de gens de Wallis et Futuna, etc.
C'est-à-dire, on a l'exemple typique du grand remplacement, pour reprendre l'expression de Renaud Camus, mais cette fois-ci, au détriment des Kanaks. Et tout le monde s'est félicité du résultat en disant, vous voyez, la Nouvelle-Calédonie veut rester française. Comment ça, elle veut rester française? 94% des Kanaks vous disent qu'ils veulent l'indépendance et vous considérez que c'est une victoire. Donc, évidemment, il y a une manipulation que Macron, mais Marine Le Pen aussi, ont revendiqué. Ils ont dit, regardez, c'est bien. Non, c'est pas bien. On voit que c'est un territoire qui veut être indépendant et qu'on lui impose de ne pas l'être parce qu'il est devenu minoritaire chez lui. Donc la question demain, la Seine-Saint-Denis sera peut-être indépendante sur ce même contexte. Dans l'autre sens. Voilà. C'est ça qu'il faut voir. Donc, effectivement, sur ces 6 territoires que j'ai cités, le cas de la Réunion est le plus compliqué parce que le cas de la Réunion, c'est 24% d'Européens, que c'est plus compliqué, et surtout qu'à départ, il n'y avait pas d'habitants du tout. On a réussi aussi l'exploit, la France a réussi l'exploit de faire peupler ce territoire jusqu'à ce que les Français soient minoritaires. C'est quand même extraordinaire. Voilà pour les tom-toms, pour résumer. Donc c'est un coût financier absolument considérable. Symboliquement, identitairement parlant, c'est un crime intellectuel contre l'européanité. Donc leur émancipation mettra fin la question se pose. À l'empire colonial. Alors si on revient à des considérations plus générales pour la création de votre de ce pourquoi vous militez, il y aura une assemblée constituante, une assemblée européenne type RIC qui mettra en place une constitution que les différents pays devront signer, que les différents peuples devront signer. Alors, écoutez, c'est en faisant court, hein. Ouais. Oui, c'est presque ça. Non, disons, le Parlement européen va donc effectivement s'autoproclamer Assemblée européenne constituante. Cette Assemblée européenne constituante, donc elle ne naîtra pas, ex nihilo, elle naîtra de ces parlementaires qui sont les représentants du peuple européen de fait, puisque cette institution, le Parlement européen existe, il représente implicitement le peuple européen, même si ces députés sont par quota de pays. Ça reste quand même l'opinion des Européens. Donc, à partir de là, effectivement, il va falloir mettre en place un gouvernement européen provisoire. Parce qu'on ne met pas une constitution comme ça en une semaine, ça ne se claque pas des doigts. Donc, il faudra mettre en place un gouvernement européen provisoire qui aura comme mission de préparer la constitution et surtout de gérer les affaires courantes aussi, parce qu'il y aura des troubles. Donc, il faudra bien que l'État européen puisse agir tout de suite pour réprimer les choses. L'armée européenne, elle naîtra quasiment immédiatement. Elle va naître, je ne sais pas au combat, mais elle va naître, la police européenne, elles vont naître par nécessité. À un moment donné, il y a un nouveau cadre qui se met en place, il va falloir assurer quand même la sécurité des citoyens dans cet espace. Et voilà, il y aura des réactions. Surtout comme vous l'avez compris qu'on a un programme quand même assez identitaire, il est tout à fait possible que certaines parties des territoires de la France, du Royaume-Uni, le Royaume-Uni, ça sera un peu plus compliqué parce que les territoires ne sont plus dans l'Union européenne. Donc, disons de la France, de la Belgique, de l'Allemagne aussi, voilà, ou de l'Allemagne, il peut y avoir des émeutes, des choses comme ça. Il faut bien quand même qu'il y ait une possibilité qu'il y ait un gouvernement qui dirige. Et ce gouvernement, effectivement, il aura sans doute l'équivalent de plein pouvoir pour une durée limitée. Il faut avoir cette lucidité de le dire, parce que on peut être hyper démocrate, mais on sait bien que mettre en place un nouveau système, ça demande de contrôler un peu les choses, pas faire n'importe quoi. Mais donc, comment mettre j'ai l'impression que vous mettez la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que comment un peuple peut, en gros, vous vous calquez au niveau des élections comme une élection européenne où tous les Européens sont appelés à voter, certes, mais avant ça, il y a bien des instances politiques qui mettent en place ces élections européennes. Et si donc le Parti des Européens se présente en tant que parti classique à une élection européenne, vous allez d'abord être élu dans le cadre d'une représentation nationale. Donc comment le cliquet peut se mettre en place pour que les Européens se réunissent ensemble et faire une entité politique cohérente? Il y a ce que j'appellerais la montée en puissance. Effectivement, si on a 0 député européen, la question le schéma, il est réglé. Comme je dis, il faut peut-être avoir 30% d'eurodéputés. Rien que la France seule, même si on avait tous les sièges d'eurodéputés, ce qui est évidemment impensable, on n'aurait pas assez. Non, il faut effectivement, moi je parle bien d'un parti européen, c'est un parti qui est candidat dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays de l'Union européenne, qui se présente partout, et qui a un certain nombre de députés partout, et on arrive à ce niveau à peu près de 30%. Si on ne les a pas, la question est réglée. Maintenant, électoralement, il ne s'agira pas de mentir aux gens. On annoncera la couleur. Et on dira clairement, et si on est en position de force, on le dira, on dit, écoutez, voilà, si vous votez pour nous, voilà ce qu'on va faire. On ne va pas être dans tous les détails. On va expliquer, voilà, nous, on vous dit, on fera l'Europe. Donc si vous donnez le mandat pour faire l'Europe, si on a une majorité parlementaire à Strasbourg, on fera l'Europe unique que vous voulez, peu importe que les institutions actuelles nous bloquent. C'est un passage en force, c'est évident. C'est pour ça que je parle de révolution. C'est un passage en force, mais démocratique. Et les Européens veulent une Europe politique réelle, identitaire. On va leur donner et on balayera devant nous tout ce qui bloquera. Et effectivement, pour finir sur votre question précédente, cette Assemblée européenne constituante, elle va donc rédiger une constitution, évidemment. Et cette constitution, elle ne sera pas soumise au vote par étapes, puisqu'on parle d'une constitution européenne. Elle sera soumise au vote de tous les Européens, qui donc
nécessite au préalable la mise en place de la nationalité européenne. Et oui, qui doit voter? Qui aura le droit de voter? C'est la base de tout vote. C'est bien beau de faire une constitution, il faut aussi encore savoir qui aura le droit de voter pour dire oui ou non. Mais d'accord. Donc la nationalité européenne est le préalable de la mise en place de la constitution. Et cette nationalité européenne, elle change tout, parce qu'elle permet justement de rendre possible des politiques remigratoires que les États n'étaient pas capables de faire, ne voulaient pas faire, ou faisaient presque le contraire. Vous voyez, ça nous libère. Cette Europe politique, elle nous permet de nous libérer de tous les carcans que les gouvernements et les États ont mis pour nous faire taire, pour nous enchaîner à un carcan donc idéologique qui est nocif. Et à terme, vous imposez l'espéranto ou pas? Alors d'abord, je n'impose pas, parce que d'abord, je suis dans une logique identitaire, c'est-à-dire que je prends acte des réalités humaines, et il y a des grandes langues d'Europe, il y a des petites langues, toutes les langues d'Europe méritent le même égal respect, mais il y a des grandes langues européennes de civilisation. J'en vois 6 essentielles, qui sont le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien et le russe. Ce sont aussi d'ailleurs les langues qu'on enseigne le plus dans les établissements scolaires en Europe. Ça, c'est un principe de réalité. Après, oui, c'est nécessaire d'avoir une langue unitaire. Clairement, c'est pas une langue unique, c'est-à-dire que c'est pas du français jacobin, on va imposer à tous les Européens, depuis le plus jeune âge, telle langue, et puis ils vont l'apprendre, et puis parlons telle. Non. Mais effectivement, il faudra une langue unitaire qui permettra une traduction simultanée assez simple. Aujourd'hui, les systèmes de traduction sont quand même beaucoup plus modernes que par le passé, ça peut même être fait de manière informatique. Donc le frein linguistique qu'on a pu connaître dans le passé est beaucoup moins important. Et donc effectivement, je propose qu'il y ait une langue unitaire, mais ça ne sera pas l'espéranto, parce que l'espéranto, c'est simplement un polonais isolé, c'est une langue parfaitement artificielle, inventée. Moi, je ne prône pas une langue inventée, je suis identitaire, donc je me dis qu'il y a un certain nombre de pays qui ont fait le choix, l'État d'Israël est assez intéressant là-dessus, de choisir la langue originelle. Par exemple, l'hébreu. C'est assez bizarre. Personne ou presque ne parlait l'hébreu dans les communautés israélites d'Europe. On parlait yiddish, on parlait ladino, on ne parlait pas hébreu, qui était plus ou moins la langue liturgique réservée à la prière. Eh bien, l'État d'Israël parle bien l'hébreu. Les gens parlent réellement hébreu, ils ne parlent pas anglais entre eux. Bon. Il y a d'autres exemples, comme en Cornouailles, donc la Cornouaille britannique, où la langue cornique, la langue celtique, est en train de revivre depuis quelques années. Donc on peut faire vivre des langues. Alors, je vais à l'essentiel, quelle langue? Alors, la chance qu'on a, c'est que tous les Européens, ou presque, sauf les Finlandais et quelques autres, sont héritiers d'une langue originelle qu'on appelle l'indo-européen. C'est la langue ancestrale mère de toutes les langues d'Europe, ou presque. Et grâce à 200 ans de grammairiens, de linguistes comparés, on a réussi à reconstituer cette langue. On a 3000, 4000 mots. On a toutes les racines. Je vais prendre un exemple très concret, très simple. Le mot anglais computer, pour dire un ordinateur. Ordinateur, c'est très français. Mais en anglais ou en allemand, on dit computer, computer. Là, c'est du latin. Donc, computer, c'est quoi? Ça fait comme, qui veut dire avec. Pou, c'est putere, en latin, ça veut dire penser. Et terre, ce qui permet de. Et, les 3 mots, les 3 racines viennent de l'indo-européen. Comme en indo-européen, avec, peu, mi qui veut dire penser, donc comme peu, terre. Ben voilà, comme peu terre, c'est l'ordinateur en proto-indo-européen, alors qu'il y a évidemment, les indo-européens ne connaissaient pas l'ordinateur. Donc un retour à l'école de l'enseignement de ce qu'on appelle le latin grec. Oui, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le proto-indo-européen. Le proto-indo-européen, c'est la langue préhistorique des Européens modernes, qui est la langue ancestrale du latin, du grec, des langues germaniques, etc., etc. Donc c'est une langue identitaire, mais c'est pas une langue artificielle, c'est une langue mère. Et c'est effectivement le plus logique d'apprendre la langue mère qui est à la base de notre civilisation. Ok. Et on a un tout petit point, mais vraiment très court, parce que nous approchons de la fin. On a dit qu'on parlerait très vite de religion, mais bon, c'est très vaste sans parler de la foi. Hein. Mais vis-à-vis de la religion, donc comme le présente votre parti, bon, si je puis dire, vous prenez tout, hein, païen, gréco-chrétien, voilà, pour faire simple. Oui. Pagano-chrétien, on dit parfois. Oui. Pagano-chrétien, d'accord. Donc il n'y a pas de... Parce que c'est aussi quelque chose qui revient souvent dans le milieu dit identitaire, c'est les affrontements et bisbilles entre paganisme... les païens et les chrétiens, pour résumer. Voilà, le paganisme et le christianisme. Oui, mais alors effectivement... Dans votre projet, j'espère que l'idée n'est pas grosso modo, vous ne comptez pas brûler des églises. C'est ça ma question. Alors, écoutez, au moins c'est carré. Je sais qu'il y a quelqu'un qui passe pour païen qui s'est amusé a priori à faire ça, même si ça n'a pas été prouvé contre lui en Norvège. Oui. Bon, non, très concrètement, il s'agit d'abord de reconnaître la réalité identitaire européenne en religion. C'est pour ça, par exemple, que j'accepte l'islam là où il est porté par des Européens sur un territoire européen. Je pense à la Bosnie, je pense à l'Albanie, je pense à quelques républiques du Caucase. On pourrait se désoler qu'ils le soient, mais ils sont les victimes aussi de l'Empire ottoman et de l'histoire. Bon, ce sont des Européens. Bon, on aimerait qu'ils aient notre religion, mais ils ont celle-là. Ils ont quand même essentiellement adapté leur propre tradition pagano-chrétienne. Ça ne part pas d'une base vierge. Donc cette exception-là, l'islam pour moi est légitime dans les Balkans et le Caucase, dans le cadre de populations qui les portent, et
peut-être peuvent les abandonner, hein, c'est une religion qui peut être abandonnée par les gens, simplement, si on leur tape dessus en leur disant vous êtes musulmans, alors ils vont rester musulmans. Si on leur dit vous êtes musulmans, ça ne nous dérange pas, faites ce que vous voulez, ils peuvent l'abandonner. D'ailleurs, beaucoup d'Albanais s'en foutent complètement de la religion. Hein. Donc ça, c'est une exception. Mais effectivement, le paganisme aujourd'hui, ça pèse très peu, pas se mentir. Donc simplement, ce que je veux, c'est que le paganisme ait une reconnaissance juridique européenne. Il l'a déjà dans un certain nombre de pays. Donc je veux qu'il y ait une reconnaissance officielle européenne pour pouvoir vivre, c'est-à-dire construire ses temples, avoir des prêtres, etc. Simplement qu'il ait le droit de vivre et le droit de pratiquer sa religion. Et ça s'arrête là. Les chrétiens continueront de pratiquer bien évidemment leur religion en toute liberté, quel que soit d'ailleurs le christianisme. C'est vrai que le seul point faible de votre dialectique, c'est que il y a beaucoup ce que j'appelle moi les europaïens et les eurochrétiens. Bon, les europaïens sont assez naturellement identitaires. Et la plupart des eurochrétiens le sont aussi. Mais simplement, effectivement, il y a une minorité de chrétiens de gauche ou d'extrême droite qui sont hostiles à notre projet parce qu'ils sont dans une logique universaliste. Et que cet universalisme est porteur de menaces, à mon avis. Moi, évidemment, le christianisme que j'aime le plus, entre guillemets, par rapport à mes idées, ça serait ce qu'on appelle le pré-adamisme. Ça existe aux États-Unis, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas d'Adam et Ève. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un christianisme polygéniste. C'est intéressant parce qu'il n'est pas universel. Bon, mais évidemment, ça pèse rien, ça n'existe même plus quasiment aux États-Unis. C'est purement intellectuel. Ce que je veux simplement, c'est que les euro-chrétiens, comme les européens, puissent défendre leur identité. Le problème, c'est qu'il y a un ennemi aujourd'hui des euro-chrétiens, et cet ennemi des euro-chrétiens, ce ne sont pas les païens. L'ennemi principal des euro-catholiques, si on peut dire, c'est le pape François. Je le dis clairement. Le pape François représente idéologiquement une menace pour l'identité européenne. Il l'assume presque. Et à un moment donné, moi j'ai invité un certain nombre d'euro-chrétiens à dire faites quelque chose. Après tout, Philippe IV-le-Bel, il a bien emmené le pape sous contrôle à Avignon. Frédéric de Hohenstaufen, il a bien aussi fait des choses. On a un problème avec ce Vatican actuel, avec Vatican II, avec cette idée d'un christianisme qui se renie. En fait, mais vous parlez d'une époque où la politique voulait dire quelque chose. Bon, alors c'était pas une nation, c'était un royaume, mais bon, ça voulait dire quelque chose. Mais aujourd'hui, le problème de la papauté, pour être très clair, le Benoît XVI n'aurait pas tenu le même discours, hein, je précise. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'on a l'impression que c'est un chef d'entreprise, le pape aujourd'hui. Il y a l'affaire Église, et qu'est-ce qu'il regarde? L'Europe est déchristianisée, l'islam commence à s'y implanter, il pourrait gagner. Donc finalement, l'Europe est foutue. Voilà, parce que j'ai l'impression que dans la logique du pape François, j'ai l'impression que c'est ça. L'Europe est foutue, l'avenir de l'Église, c'est en Afrique, c'est en Amérique du Sud, c'est en Chine, c'est ailleurs. Donc laissons l'Europe se faire bouffer. De toute façon, elle est perdue, elle est déchristianisée, et si elle est musulmane demain, c'est pas grave. Il est en train de préparer le statut de dignitude du christianisme au sein de l'Europe, pourtant, alors qu'il est majoritaire aujourd'hui. Donc moi, c'est ça que je vois, c'est très dur ce que je dis d'une certaine manière, hein, mais je vois, pour moi, l'Église actuelle, conciliaire, est en train de trahir l'Europe, et donc de trahir les Européens chrétiens. Question, on arrive vers la fin, question peut-être plus d'actu. Comment, d'après vous, on en revient à du politique dur, comment, d'après vous, par exemple, là, on est en ce moment en plein déconfinement parfois violent, on le voit par exemple aux États-Unis. Comment on peut, en dehors du cadre d'un État-nation, comment votre projet politique pourra faire face à une pandémie comme par exemple celle du coronavirus on l'a vu, hein, la gestion, en tout cas vis-à-vis de l'Union européenne, a été catastrophique. Oui, alors elle était catastrophique parce que d'abord, au niveau des États comme au niveau de l'Union européenne, l'Union européenne n'avait aucun pouvoir là-dessus. L'Union européenne n'avait pas le droit, par exemple, de fermer les frontières. Hein. L'Union européenne n'a aucun pouvoir régalien, elle ne peut pas dire demain, les frontières de l'Union européenne sont fermées. Ça, elle n'a aucun pouvoir. Ça ne pouvait décider que par les États, d'ailleurs c'est eux qui ont décidé. Non, s'il fallait, si j'avais été au pouvoir au niveau européen, par exemple, prenons cette hypothèse, on se met dans le cadre heureux, hein, j'aurais fait fermer les frontières dès le départ. De toute façon, je suis assez hostile au tourisme international déjà, et je suis assez hostile aux voyages intercontinentaux. Donc, en matière de pandémie, si la Corée du Nord, par exemple, je dis pas que c'est un modèle, hein, je précise, hein, mais la Corée du Nord a visiblement été relativement épargnée, même s'il y a peut-être la propagande communiste, par le virus. C'est normal, si les gens rentrent pas dans votre pays avec un virus, vous risquez pas de l'attraper. Donc, je pense simplement que si l'Europe avait dès le départ, il fallait fermer les frontières, je dirais quasiment dès décembre 2019. Et les pays qui l'ont fait, qui ont fermé tôt les frontières, le Danemark, l'Autriche, la Hongrie, la Norvège, etc., ont subi beaucoup moins de problèmes que les pays qui ont laissé, comme la France, leurs frontières ouvertes très longtemps. Donc, la réponse au départ, et c'est ça qui est terrible, c'est que la solution au Covid-19 était très facile à faire. Il fallait juste enlever l'idéologie et dire, le virus il est en Chine, qu'il reste en Chine. Pour qu'il reste en Chine, il fallait verrouiller. Or, par exemple, en Italie, on le sait aujourd'hui, la
contamination a commencé par un couple de touristes chinois qui sont arrivés en Lombardie. Oui, Ils ont commencé à tousser, être malades. Ils sont allés dans un hôpital en Italie. Ils ont contaminé le personnel soignant, etc. Et la pandémie a commencé comme ça. En France, ce sont des gens aussi qui sont revenus. Et puis, il y a un dernier sujet sur ce point Covid-19. Il y a quand même des choses délirantes. Il y a des Jeux Olympiques militaires qui ont eu lieu au mois d'octobre 2019. Donc, les Jeux Olympiques, ça veut dire mondiaux, hein, qui ont eu lieu, où ça? À Wuhan, comme par hasard, en Chine, au mois d'octobre 2019. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une première vague, indolore, si on peut dire, du Covid-19 qui a déferlé sur l'Europe? Parce qu'il y a énormément de gens, j'en étais moi-même la victime, qui ont été malades bizarrement fin janvier, début février. Un peu comme la grenouille dans la casserole et on a augmenté la température un peu trop vite. Voilà, donc il y a peut-être que la phase 2 qu'on craint, on l'a déjà eu et que c'est une phase 3 qui risquerait d'arriver. Mais au-delà de ça, on voit bien que ce mondialisme est porteur de dangers mondiaux et une pandémie, par définition, ça vient par les avions, ça vient par les relations internationales. Donc dans une Europe que je vise plutôt fermée quand même, pour dire honnêtement, une Europe identitaire. Donc limiter le tourisme de masse, par exemple, tout simplement. Oui, moi je trouve comme ça absurde, tous ces Européens qui vont dilapider les devises européennes précieuses en Asie du Sud-Est ou ailleurs, alors qu'il y a l'Espagne, il y a l'Italie, la Grèce. Si on avait voulu aider les Grecs, par exemple, la Grèce, vous l'avez dit tout à l'heure, a beaucoup subi, la crise. Oui. Alors cette crise, vraiment rapidement pour dire à quoi elle est due, elle n'est pas due du tout à l'euro, elle est due en partie au gouvernement grec qui ont fait n'importe quoi depuis des années, mais elle est due d'abord à des spéculateurs américains qui ont attaqué la zone euro par son maillon faible. Quand vous voulez attaquer, quand un prédateur veut attaquer un troupeau, il attaque les proies les plus faibles pour désorganiser le troupeau. Donc ils ont été attaqués. Et l'Europe n'a pas empêché ces spéculateurs américains d'attaquer. Une fois que l'attaque a été menée, elle a été dévastatrice, elle a fait des dégâts considérables aux Grecs. Bon. Mais on voit bien que le gouvernement grec n'a pas pris les mesures courageuses qu'il fallait. Les églises orthodoxes très riches n'ont pas été touchées, les armateurs n'ont pas été touchés. C'est le petit peuple grec qui a pris. Comme souvent. Et là où je veux en venir là-dessus, effectivement, c'est que le mondialisme peut effectivement être très efficace, à condition qu'on le laisse faire. Alors, juste pour revenir, parce que je suis désolé, l'idée est partie en tête au moment où je vous parlais. Pourquoi je parlais de la Grèce? Pour parler du tourisme. Au lieu, si les Européens de l'Ouest, au lieu d'aller faire du tourisme, et parfois du tourisme un peu douteux, en Afrique ou en Asie du Sud-Est, étaient allés tous en Grèce pour les vacances, eh bien l'économie grecque aurait été beaucoup mieux en forme. Moi, je pense qu'il faut il faut défendre les Européens. Que les Européens aillent faire du tourisme en Espagne, en Italie, en Grèce ou sur la côte ukrainienne de la mer Noire. Il y a des très belles plages. On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Mais vis-à-vis de la Grèce, de l'Italie ou de la France, il n'empêche que... alors certes, l'Union européenne, par exemple, dit que la santé n'entre pas dans le champ de compétences, n'entre pas dans son champ de compétences. Ça, c'est vrai sur le papier. Mais en réalité, avec le pacte de stabilité, les règles quand même draconiennes, qui sont vraiment draconiennes en matière de déficit public, des mécanismes mis en place, des mécanismes de surveillance comme le semestre européen, il y a un moment, il faut quand même reconnaître que les systèmes sanitaires des différents pays, la France, la Grèce, l'Italie et autres, sont directement affectés par les diktats budgétaires de l'Union européenne. Alors c'est vrai et faux à la fois. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une rigueur budgétaire due à l'euro, parce que c'est logique, il ne faut pas qu'il y ait des divergences. Un pays ne peut pas s'endetter comme un malade d'un côté, et puis les autres se serrer la ceinture. Donc effectivement, il y a bien des critères de convergence, c'était le principe dès le départ de l'euro, que la France a signé librement, la règle des 3%. Il faut savoir que la France ne respecte pas la règle des 3%, alors que les Italiens, quand Salvini était au pouvoir, en coalition, il y avait une pression sur l'Italie considérable. La France est en général autour de 4,5%. C'est-à-dire que la France, depuis des années, a le droit, elle, de dépenser plus, de s'endetter plus que ses voisins. Et c'est idéologique, parce que la France est la matrice d'une société européenne métissée. C'est fondamentalement ce projet-là qui existe. La France, c'est une machine à fabriquer du métissage. Voilà comment c'est considéré par les mondialistes. On le voit bien, c'est le pays un peu en pointe dans cette affaire en Europe, bien plus que les Allemands. Donc il y a une sorte de ristourne française. La deuxième chose, c'est que quand on vous dit vous serrez la ceinture, on ne dit pas où vous serrez la ceinture. Moi par exemple, si demain matin mon salaire est baissé, je dis n'importe quoi, de 30%. Qu'est-ce que je fais? D'abord, je supprime les dépenses accessoires. J'achète moins de DVD, des CD, des conneries. Je me concentre sur les pôles de dépenses essentielles, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements, les transports pour aller travailler, etc. Ça implique un bouleversement total des logiques de consommation, surtout aujourd'hui. Mais concrètement, ce qui s'est passé, c'est que l'État français, pour financer les banlieues, préfère sacrifier l'hôpital. Tout simplement. On prend l'argent pour d'autres choses. Et ça, c'est pas l'Union européenne qui l'oblige. L'Union européenne dit, vous maîtrisez vos dépenses.
Elle dit pas, vous prenez l'argent là. Elle aurait pu, si l'État français coupait toutes les dépenses liées à l'immigration, il y aurait pas de déficit budgétaire du tout de l'État français, hein. Donc on aurait pu mettre des choses bien meilleures. Et après, l'hôpital, oui, mais l'Albanie, par exemple, un pays très pauvre, a bien géré la Covid-19, par exemple. Les pays des Balkans ont bien géré. Ce sont des pays très pauvres. Ils n'ont pas du tout d'appareil, de système médical très élevé, hein. Ils sont mieux sortis que nous. Je crois qu'il y a aussi un côté assistanat en France qui pose problème. Il y a l'étatisme socialiste en France qui pose problème. Il y a beaucoup d'autres choses qui expliquent les situations. Et je trouve que souvent l'Union européenne sert de bouc émissaire facile. Et au lieu de se dire c'est la faute de nos gouvernements, on dira c'est la faute de l'Union européenne. Non, l'Union européenne n'a pas exigé que la France dilapide des milliards. Par exemple, toutes les aides à l'Afrique que Macron donne, là encore récemment, on nous explique que les Français vont mal, ils n'ont pas de masques, etc. Et voilà, 1 milliard par là, et 700 millions par là, et en Afrique. Il faut aider l'Afrique à faire face au Covid-19. Alors, on peut dire oui, mais c'est pour empêcher que le virus nous revienne. Peut-être. Enfin, c'est bien l'État français qui décide. C'est vrai, mais vous avez commencé à répondre... Non, mais juste pour finir, quant à la règle des 3%, l'Union européenne vient de la faire sauter. Oui. On voyait bien que c'était intenable. Vous avez commencé en me répondant comme un Normand, en me disant c'est à la fois vrai et à la fois faux. Mais moi, je pourrais aussi vous répondre que c'est à la fois vrai et à la fois faux, parce que la réforme, par exemple, de santé voulue par le gouvernement Macron, elle a été saluée par l'Union européenne. Et la Commission elle-même, là j'ai sous les yeux, relève que dans son rapport paru en fin février, que le ratio des dépenses publiques de la France à son PIB reste à 56% en 2018, le plus élevé de l'UE. Donc là-dessus, faut vous donner quitus du fait que effectivement la France c'est un pays très dépensier, mais bon ça malheureusement on a un état social qui est beaucoup trop dépensier, et la notion d'égalité étant certainement un peu peut-être trop développée dans ce pays, mais il y a bien quand même un levier politique très fort de la part de l'Union qui fait que la politique finalement est prise entre deux feux. Entre à la fois l'égalitarisme à tout craint et la volonté européenne de vouloir presser le citron qui donnera plus de jus, quoi. Non, mais c'est dans les deux sens. Le problème, c'est que l'Union européenne, elle est pleine de tabous. L'Union européenne, elle a les mêmes tabous que l'État français. Pas touche à l'immigration. Donc, de toute façon, jamais l'Union européenne va dire vous n'avez qu'à réduire vos dépenses sur l'immigration. Parce que c'est ce qu'elle devrait faire, d'une certaine manière. Dire, si elle gérait bien, elle dit écoutez, vous, les Français, vous gérez mal à cause de l'immigration, réglez le problème. Jamais elle dira ça, puisque c'est idéologique. Donc elle accepte la proposition française de ristourne sur les hôpitaux. Et elle dit bravo, vous avez raison. Parce que de toute façon, elle est prise dans sa propre incohérence. Je vais vous donner un exemple concluant pour bien vous faire comprendre ce qu'est l'Union européenne. Il y a une dizaine d'années, ça m'a coûté un bonbon, j'ai voulu passer un concours européen pour être ce qu'on appellerait administrateur civil européen, c'est-à-dire l'équivalent des NARC au niveau européen. Très bien payé, c'est des belles carrières derrière. Le concours est extrêmement difficile. Donc j'ai suivi une formation faite par l'ENA Strasbourg, 4 jours. Ça coûtait quasiment 3 000 ou 4 000 euros. Hein. Pour être précis sur ce que ça coûte. Alors après, très haut niveau, et ça aide énormément pour avoir ce genre de concours. Et à un moment donné, il y a un intervenant qui travaille à la commission qui fait un développement sur le travail des femmes. Il y avait le livre blanc, je ne sais plus sur quoi. Et donc, il explique qu'il faut favoriser en Europe le travail des femmes. Et en conséquence, du fait que ça va faire baisser la natalité, il faut faire venir des immigrés. Voilà le développement classique qu'on connaît. Et à Bruxelles comme à Paris, c'est le même discours en permanence. Voilà, donc on dit, au lieu de dire il faut que les femmes européennes fassent des enfants, on dit non, il faut favoriser l'inclusion des femmes dans la société, et donc, immigration. Je pose une question à ce moment-là, j'ai l'opportunité de la poser, je me lève, et je dis, mais ne pensez-vous pas qu'il faudrait au contraire relancer la natalité européenne et inverser les flux migratoires? Je fais donc très politiquement incorrect. Plus de 70% de la salle m'applaudit. Le gars de la commission dit en face, devant tout le monde, vous avez raison, c'est exactement ce qu'il faudrait faire, mais c'est le grand tabou à la commission. Et quand vous entendez ça, vous avez tout compris. Vous dites, ah ben oui. Voilà, et tout simplement, c'est tabou. C'est-à-dire que comme au niveau français, il ne faut pas, quand vous avez des Ben Diaye, etc. au niveau français, vous avez la même idéologie au niveau européen. C'est normal. Donc, c'est une hypocrisie collective globale. L'Union européenne actuelle n'est que le reflet des États membres. Si les États membres étaient tous identitaires, l'Union européenne elle serait identitaire, tout simplement. Le problème, c'est que on ne peut pas avoir une Europe identitaire par les États parce que, comme je le disais tout à l'heure, le cadre national est verrouillé. Et si on pouvait l'avoir, évidemment, ce serait une stratégie alternative. On va me dire, monsieur Ferrier, écoutez, il n'y a qu'à doter l'Europe d'États identitaires, on n'a pas besoin de votre État unitaire, et puis à ce moment-là, on ira dans le bon sens. Oui, mais ça n'arrivera pas. Parce qu'il y a un principe de toute révolution, c'est que si un pays se réveille, les autres pays essaient d'étouffer sa révolution et de faire taire. Ça s'est passé à chaque fois. La France révolutionnaire, l'Allemagne hitlérienne, de cette manière, c'est-à-dire que le reste de l'Europe va empêcher que ça se répande. Il faut une révolution en un coup, et il faut donc cibler directement le cœur du système,
Or, le cœur du système, c'est Strasbourg et Bruxelles. Donc, il faut jouer Strasbourg contre Bruxelles. Il faut que Strasbourg soit la tête de pont d'une révolution européenne contre la technocratie bruxelloise et les États. Voilà l'idée. Donc si je comprends bien, pour faire une petite métaphore, la queue du poisson va dans le bon sens, mais la tête est pourrie, quoi. C'est exactement ça. Il faut changer la tête. On coupe la tête et on remet la nôtre à la place. Alors, dernière question en quelques secondes, parce qu'on a bien dépassé le temps que je m'étais fixé. Avec moi, c'est souvent. Comment, on va parler d'avenir, comment voyez-vous l'avenir pour l'Europe? Alors, l'avenir pour l'Europe, je suis de nature optimiste. Et je considère que c'est un devoir d'être optimiste. Je pense que l'Europe va se réveiller. Quand? Je l'espère le plus vite possible. Il faut qu'elle se réveille à temps, parce que le réveil y aura lieu. Mais si le réveil est trop tardif, ça sera juste un réveil pour constater notre propre ruine et notre propre disparition. C'est ce que je ne souhaite pas. Je fais donc le maximum de mon côté. J'invite tous ceux qui peuvent se reconnaître dans ce discours à la même chose, c'est-à-dire réveiller les Européens de toutes les manières possibles. Il faut les réveiller. Une fois qu'ils seront réveillés, ils seront inarrêtables. Ils l'ont été dans l'histoire, ils le seront à nouveau. Mais il faut les réveiller. Dominique Vénère avait essayé de les réveiller par son geste de 2013, de mai 2013, parce qu'il disait que les Européens devaient se réveiller, donc sortir de leur dormition, pour utiliser son expression. C'est exactement ce qu'il faut faire. Réveiller les Européens. Une fois réveillés, c'est gagné. Mais les réveiller, c'est le plus dur. Très bien. Eh bien, Monsieur Ferrier, merci pour votre intervention. Merci à vous de m'avoir interviewé. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là. On essaye à chaque fois de faire précis, concis. Je vous remercie également à l'avance de partager ce son, de mettre des pouces bleus, des commentaires et de l'envoyer à vos amis et à vos ennemis. Et comme d'habitude, comme le dit le menhir, la vie commence toujours demain. C'était François-Xavier Consoli pour Radio Lorraine Enragée. À la prochaine. Et comme d'habitude, haut les cœurs.